Un policier raciste étrangle un adolescent noir avec une corde dans une salle d'audience, ignorant que son père est juge. La corde serrait fermement la gorge de Tyrell Mason. Elle surgit de nulle part, brutale, soudaine, lui coupant le souffle comme une porte qui claquait. Un instant, il marchait calmement dans le couloir sombre du tribunal, les poignets menottés devant lui, guidé par un huissier silencieux pendant la suspension. L'instant d'après, l'huissier avait disparu, appelé pour une brève mise au point par un homme en uniforme, et l'agent Blaine Carrick était intervenu derrière lui, silencieux comme une ombre. « Tu te crois malin ?» grogna Carrick d'une voix basse et chargée de venin. Son souffle était chaud à l'oreille de Tyrell. Avant que Tyrell ne puisse se retourner, la corde s'enroula autour de son cou. Elle était grossière, une corde de retenue standard de la ceinture de Carrick, mais il ne l'utilisait pas de la manière habituelle. Avec une force experte, Carrick tira sur les extrémités, tirant Tyrell en arrière et le projetant contre le mur de briques beige. L'arrière de la tête de Tyrell s'écrasa contre elle. Ses poumons se contractèrent dans un halètement désespéré qui ne lui parvint jamais à la gorge. Le couloir était étroit et mal éclairé, un passage latéral près des bureaux de sécurité. Les caméras étaient censées fonctionner. Mais Carrick les avait désactivées plus tôt. Un vieux truc. Il l'avait déjà fait. « Personne ne me ment au visage et ne s'en va », murmura Carrick en resserrant la corde. « Vous n'apprenez jamais. » Les doigts de Tyrell agrippèrent la corde, luttant pour y glisser ne serait-ce que 2 doigts. Il ne pouvait pas crier, il ne pouvait même pas tousser. Ses jambes cherchaient à peine à se stabiliser, ses semelles en caoutchouc grinçant sur le sol lisse, tandis que Carrick le plaquait plus fort contre le mur. Des points noirs se formèrent dans sa vision. Son pouls rugit à ses oreilles. Le bout du monde commença à se brouiller, mais son coude le trouva, de justesse. Le bouton d'urgence. Il était encastré dans le mur, conçu pour être actionné par une personne attachée ou en train de s'effondrer. Carrick avait oublié son existence, ou peut-être pensait-il que Tyrell ne le trouverait pas. Mais à cet instant, à quelques secondes de perdre connaissance, le coude de Tyrell s'écrasa de toutes ses forces. Un léger clic. Une lumière rouge clignotante. Une alerte silencieuse envoyée directement à la salle d'observation à l'étage. Et à l'étage, le juge Malcolm R. Mason resta figé. Le flash rouge sur le panneau de contrôle était faible, à peine perceptible, sauf si l'on regardait. Mais le juge Mason ne quittait jamais ce panneau des yeux, pas quand son fils se trouvait quelque part dans ce palais de justice. Lorsque la lumière clignota, il s'avança immédiatement. La lentille cachée reliée à ce couloir, à peine utilisée, s'alluma. L'écran vacilla, puis l'image devint plus nette. Il vit Carrick, il vit la corde, il vit son fils, le dos cambré, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, sans un son. Un frisson parcourut les os de Mason, remplaçant le feu qui l'avait envahi dès qu'il avait compris ce qui se passait. Sa mâchoire se serra, sa colonne vertébrale se redressa. Il ne cria pas. Il ne chercha pas son téléphone à tâtons. Il décrocha la radio du tribunal et appuya sur le canal sécurisé. Sa voix était froide et posée. « Verrouillé. » En bas, le chaos régnait comme une tempête naissante. Les protocoles d'urgence s'activèrent automatiquement. Des volets métalliques commencèrent à fermer les issues du niveau inférieur. Les portes d'entrée furent verrouillées. Des agents de sécurité en uniforme reçurent des alertes codées sur leurs écouteurs et commencèrent immédiatement à ratisser les couloirs. Certains pensèrent à une alerte à la bombe. D'autres supposèrent qu'un suspect violent s'était enfui. Personne ne devinait encore la vérité. De retour dans le couloir, Carrick lâcha prise, non par pitié, mais par confusion. Il entendit le grincement métallique des portes qui se verrouillaient. Il leva les yeux. Les sirènes ne hurlèrent pas, mais quelque chose clochait. Son instinct, celui en qui il avait plus confiance qu'au système, le harcelait. Le corps de Tyrell glissa le long du mur, toussant violemment lorsque la corde se desserra.
Ses mains agrippèrent sa gorge, cherchant de l'air, mais il ne dit rien. Ses jambes tremblaient sous lui. Carrick marmonna dans sa barbe et attrapa son badge, essayant de faire semblant, mais il était trop tard. 2 agents de sécurité tournèrent au coin de la rue, le pas pressé. L'un d'eux cria « Reculez, maintenant !» Carrick se retourna surpris. « Je suis un agent de la force publique. En attente, à partir de maintenant, » rétorqua le garde le plus grand en pointant un taser droit sur la poitrine de Carrick. Le regard de Carrick passa des gardes à Tyrrell, toujours essoufflé au sol, puis revint à la corde qui pendait à sa main. Lentement, il leva les paumes en l'air. Il résistait. Je le maintenais. Ce n'est pas comme ça qu'on sécurise un enfant dans un couloir de tribunal, dit l'autre garde en s'approchant. Derrière eux, de lourdes bottes résonnèrent dans le couloir. Le juge Mason entra, seul, sa robe traînant légèrement derrière lui. Les gardes s'écartèrent aussitôt. Carrick sentit son souffle se bloquer lorsqu'il vit qui c'était. « Votre honneur !» commença-t-il en forçant un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Il y a eu un malentendu. »« Que se passe-t-il ici ?» demanda Mason d'une voix neutre, saccadée. Ses yeux ne quittèrent pas son fils, qui se redressait maintenant le long du mur. Sa respiration était courte, mais il était debout. Carrick écarta les bras, résistait à l'escorte. « J'ai dû agir dans un couloir sans escorte, sans témoin et avec une corde autour du cou ?» Le regard de Mason était calme, mais la menace y était évidente. « Agent Carrick, vous accompagnerez immédiatement la sécurité jusqu'à la salle de détention. » « J'étais juste... » immédiatement. Carrick hésita, puis baissa la tête et suivit les gardes dans le couloir en marmonnant. Mason s'avança. « Tyrrell, pouvez-vous marcher ?» Tyrrell hocha faiblement la tête, la voix rauque. « Je pense que oui. »« Je veux que vous retourniez dans la salle d'audience, » dit Mason. « Pas pour témoigner, juste pour vous asseoir, qu'il voie votre visage. » Tyrrell cligna des yeux, perplexe. « Pourquoi ?»« Parce que la seule façon de régler ça, » dit Mason, « c'est de le faire à l'air libre. » L'atmosphère de la salle d'audience avait changé. Le juge Clifford Huxley était assis derrière le banc, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais les murmures dans la galerie s'étaient intensifiés. Des murmures sur le confinement, les cris, les agents de sécurité emmenant un collègue menotté. Tous les regards se tournèrent vers Tyrrell lorsqu'il entra, plus lentement, mais la tête haute. Son cou était rouge, sa chemise déchirée au col. Mais il ne se cacha pas, il ne broncha pas. Il s'assit au premier rang. Mason entra discrètement derrière lui et prit place plus au fond de la galerie, toujours silencieux. Huxley semblait mal à l'aise. « Nous reprenons, » dit-il. « Petit retard technique. Comme je le disais... » Tyrrell se leva brusquement. « Permission de parler. »« Mon fils, tu as déjà... »« Il y a une vidéo, » dit Tyrrell. Sa voix se brisa, mais ne se brisa pas. Depuis le couloir, quand on appuie sur le bouton d'urgence, une lentille cachée enregistre. Cette vidéo est stockée dans le système. Elle a tout enregistré. La salle d'audience se tut. Huxley regarda par-dessus ses lunettes. « Vous dites qu'il y a une vidéo de l'agent Carrick ?»« Oui, monsieur. »« Qui y a accès ?» Une voix dans la galerie répondit. « Moi !» dit Mason en se levant. Des exclamations s'élevèrent sur les bancs. Même Huxley se leva, clignant des yeux. « Juge Mason, je croyais que vous vous étiez récusé. » « C'est vrai. Mais en tant que responsable de la sécurité du palais de justice, je suis autorisé à surveiller toutes les interventions d'urgence. » Il fit signe à l'agent près de la porte latérale. « Lancez la vidéo. » Les lumières s'éteignirent. Un écran s'abaissa. La vidéo se lança. Carrick apparut à l'écran, se plaçant derrière Tyrrell sans hésitation. La corde, l'étranglement, la chute, la lutte, silence. La vidéo s'arrêta. Les lumières se rallumèrent.
Personne ne parla. L'agent Carrick fut escorté dans la salle d'audience, menotté. Il regarda autour de lui, hébété. « Vous m'avez piégé », murmura-t-il à Tyrell. « C'est un piège. » Mason s'avança. « Vous avez agressé un mineur dans un tribunal. Vous avez transformé cette salle d'audience en scène de crime. Et vous l'avez fait en pensant que personne ne le remarquerait. Mais quelqu'un l'a fait. » Carrick retroussa les lèvres. « Attendez, c'est votre fils ?» Les gardes resserrèrent leur emprise sur lui. Mais c'était trop tard, car désormais, toute la salle connaissait la vérité. Personne ne savait encore que le père du garçon agressé était le plus haut juge du tribunal du comté. Et maintenant, il observait. Les sirènes transpercèrent le silence comme des lames de couteau. Elles n'étaient pas assez fortes pour affoler le public, juste assez aiguës pour faire monter la tension dans les rouages du tribunal. Ce n'étaient pas des alarmes ordinaires pour les exercices d'incendie ou les évasions de suspects. C'étaient des signaux de confinement interne, activés uniquement sur ordre direct d'une personne ayant pleine juridiction. Les lumières au-dessus des panneaux de sortie clignotaient en rouge. De lourds volets d'acier sifflèrent devant chaque porte, se verrouillant avec un bruit métallique sourd. Huissiers, commis et agents de sécurité se tournèrent vers leurs radios, l'air confus. Dans l'étroit couloir, 2 étages en dessous de la salle d'audience principale, l'agent Blaine Carrick avait encore les doigts enroulés autour de la corde. Il n'avait même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une seconde, il la serrait fermement autour du cou de Tyrell Mason, et la seconde suivante, le bâtiment se refermait sur lui. Tyrell s'effondra sous la tension. Ses genoux fléchirent et heurtèrent violemment le sol. Il haleta comme quelqu'un qui sortait d'une eau profonde. Son cou était rouge foncé, la peau irritée et ridée, là où la corde avait mordu sa chair. Il la serra instinctivement, clignant des yeux à travers les larmes qui s'étaient formées à cause du manque d'oxygène. Sa poitrine se souleva. Carrick fixa les lumières rouges au-dessus de la porte du couloir, les yeux plissés. Il ignorait que l'alerte d'urgence avait été déclenchée par un bouton caché dans le mur. Et il ignorait encore moins qu'un objectif de caméra s'était allumé à la seconde où le coude de Tyrell avait appuyé sur ce bouton. Des pas résonnèrent. 2 agents de sécurité tournèrent au coin d'un pas rapide. Grands, sérieux et silencieux, ils gardaient un pistolet paralysant. L'un d'eux avait déjà dégainé son badge, l'avait accroché à son gilet et avait levé la main comme pour donner des instructions. « Agent Carrick, » dit-il sèchement. « Reculez, maintenant. » Carrick lâcha la corde et s'éloigna d'un grand pas de Tyrell. Son visage se tordit en une fausse inquiétude. « J'étais en train de sécuriser le suspect. » Il essayait de... Tyrell toussa violemment derrière lui et s'effondra complètement au sol. Le garde, plus grand, l'interrompit. « Gardez-le. Vous êtes placé en garde à vue en attendant l'enquête. » L'enquête? La voix de Carrick se brisa légèrement. « Je faisais mon travail. » Il a résisté dans un couloir fermé, avec une corde autour du cou. Le deuxième garde ne dissimula pas ses soupçons. Il fit signe à Tyrell. « Aidez le gamin, je le tiens. » Carrick leva lentement les mains, essayant de faire l'innocent. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous croyez avoir vu, mais tout cela est disproportionné. » L'ascenseur au bout du couloir s'ouvrit en claquant. Le juge Malcolm R. Mason en sortit. Pas de garde, pas de robe, aucune expression. Carrick le vit et se figea. Ses épaules se raidirent. Son faux sang-froid s'évapora. Il connaissait ce visage. « Votre honneur » murmura-t-il en se redressant. Mason s'avança, calme mais maîtrisé. Ses mains étaient derrière son dos, ses yeux rivés non pas sur Carrick, mais sur son fils. Tyrell était à nouveau debout, adossé au mur, le souffle court. Les bleus sur son cou s'étaient transformés en bandes rouges foncées. Que se passe-t-il ici? La voix de Mason était monotone. Le ton ne lui était pas inconnu. C'était le même qu'il utilisait pour condamner les hommes au tribunal. Mais cette fois,
C'était personnel. Carrick se lécha les lèvres. Résistance à l'arrestation, monsieur. Le garçon a tenté de s'enfuir. J'ai suivi le protocole. Dans un tribunal, répéta lentement Mason, pendant la récréation, avec une corde. Carrick ouvrit la bouche, mais Mason leva un doigt. « Je ne vous ai pas demandé de vous défendre, dit-il. Vous resterez en salle de détention jusqu'à ce que je vous dise le contraire. Escortez-le. » Les gardes hochèrent la tête et prirent Carrick par les bras. Il ne résista pas, mais sa bouche continua de bouger en silence. Tandis qu'on l'éloignait, sa tête se tourna de nouveau vers Tyrell, les yeux brûlants, non pas de remords, mais d'insulte. Mason s'agenouilla près de Tyrell, la voix basse maintenant. « Pouvez-vous marcher » Tyrell hocha la tête, parlant à peine. « Oui, monsieur. » Mason ne tendit pas la main. Il ne manifesta aucune émotion paternelle. Mais l'instant était plus lourd que n'importe quelle étreinte. Tyrell se redressa. Leurs regards se croisèrent un bref instant. Les mots étaient inutiles. De retour à l'étage, la salle d'audience était devenue agitée. Le juge Huxley arpentait les lieux, feuilletant des documents et posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Les huissiers chuchotaient entre eux, incertains de ce qui avait déclenché le confinement ou de la raison pour laquelle une opération de sécurité avait pris d'assaut les salles basses. La galerie était tendue. Les gens se penchaient, curieux, anxieux. Huxley finit par se rasseoir et tapota son marteau. « Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, » dit-il d'une voix manquant d'assurance. Il y a eu une interruption technique. Les portes s'ouvrirent silencieusement. Tyrell entra dans la salle d'audience. Il boitait, tenant contre son cou une compresse froide que lui avait donnée un garde. Sa chemise était froissée, ses yeux légèrement injectés de sang, mais il ne s'affaissa pas. Il reprit place à la table de la défense. L'avocat commis d'office le regarda, les yeux écarquillés, mais ne dit rien. Carrick ne revint pas. Quelques minutes plus tard, le juge Mason entra lui-même dans la salle d'audience. Cette fois, il ne portait pas la robe officielle. Il prit simplement place dans la galerie. Sa présence transforma la salle. Le juge Huxley ouvrit légèrement la bouche, comme s'il réalisait ce qu'il voyait. L'audience reprit dans un silence tendu. L'absence de Carrick ne fut pas mentionnée. Mais quelque chose se tramait. Alors que l'accusation concluait ses plaidoiries et que le juge s'apprêtait à classer l'affaire pour manque de preuves solides, Tyrell se leva de nouveau. Sa voix était cassée, mais claire. « Il n'y avait pas de caméra dans le couloir, » dit-il en s'adressant directement à la cour. « Mais quand j'ai appuyé sur le bouton d'alerte, une caméra cachée a tout enregistré. Ce flux est stocké dans la base de données du tribunal. » Huxley cligna des yeux, déstabilisé. « Une caméra cachée ?» Mason se pencha depuis la galerie. Sa voix transperça la salle comme une lame. « Faites-le !» Il n'y eut plus de discussion. L'un des huissiers sortit précipitamment. Les lumières s'atténuèrent légèrement. Un écran fut baissé. Des images apparurent, horodatées, en haute résolution. Le couloir. Carrick entrant. La corde. La lutte. La violence. L'effondrement. Il n'y eut aucun son, mais nul n'était nécessaire. Au moment où Tyrell heurta le mur, des halètements s'échappèrent de presque toutes les bouches présentes. L'avocat laissa tomber son stylo. L'accusation resta immobile, les lèvres entr'ouvertes. La vidéo s'arrêta. Le silence régna. Le juge Huxley baissa les yeux vers le banc, puis vers l'écran, puis vers les gardes près de la porte latérale. « Faites-le entrer. » Carrick fut reconduit dans la salle d'audience, cette fois menotté. Son visage était rouge, ses yeux errants comme un homme acculé. Il jeta un coup d'œil à Tyrell, puis à Mason. « C'est un piège !» cria-t-il soudain. « Ce gamin, il s'est fait ça tout seul !» Mason se leva de son siège. « Vous avez agressé un mineur sur une propriété de l'État, » dit-il, sa voix perdant enfin son calme. « Vous avez fait usage d'une force excessive sur quelqu'un qui ne représentait aucune menace.
dans un lieu où la loi est censée protéger. Et pire encore, vous l'avez fait sous surveillance. L'expression de Carrick se transforma en incrédulité. Vous avez été averti une fois, poursuivit Mason. Votre casier judiciaire montre des signes de récidive. Cette fois, vous allez en prison. Carrick resta bouche bée. Attendez, c'est votre fils? Mason ne sia pas. Oui. 2 agents armés s'avancèrent. Carrick cria de nouveau, mais la salle d'audience n'écoutait plus. Elle avait basculé, non pas par émotion, mais par preuve. La vidéo était indéniable. Tyrrell baissa les yeux vers le bureau devant lui. Il ne sourit pas. Il ne jubilait pas. Sa gorge lui faisait encore mal. Mais au fond de lui, quelque chose changea. Ce n'était pas fini. Mais maintenant, la vérité avait été révélée au grand jour. Carrick avait commis une erreur fatale. Et maintenant, l'affaire était gérée au plus haut niveau. Le procès de l'agent Blaine Carrick commença exactement 12 jours après son arrestation. Il n'y eut ni retard, ni procédure interminable. Le tribunal, encore sous le choc de l'incident, avança avec une urgence inhabituelle. Le procureur déposa une plainte le lendemain de la diffusion de la vidéo, agression sur mineur, abus d'autorité, parjure et un autre chef d'accusation qui glaça tous ceux qui le lurent, tentative d'étranglement dans un palais de justice. Le juge chargé de l'affaire, Harold Vintner, était venu par avion de 2 comtés plus loin. Impartial, expérimenté et connu pour son expertise dans le traitement des affaires de mauvaise conduite des forces de l'ordre, il accepta d'entendre l'affaire à Brookmere Central afin que le jury puisse voir les lieux où tout s'était passé. Ce n'était pas seulement le lieu qui alourdissait la salle d'audience, c'était le fait de savoir que Carrick, jusqu'à récemment, avait arpenté librement ses couloirs en uniforme. Il avait déjeuné dans la même salle de pause que les gardes désormais chargés de le surveiller. Mais voilà que Carrick entrait dans la salle d'audience menottée et vêtu d'une combinaison beige. Son uniforme avait disparu. Son badge avait été retiré. Le silence qui le suivait chaque jour dans la salle en disait plus long que n'importe quel titre. L'accusation ne perdit pas de temps à exposer les faits. Vidéos de surveillance, le signalement des urgences, rapports médico-légaux reliant les blessures au cou de Tyrrell à la corde en possession de Carrick. Mais les fichiers audio étaient encore plus préjudiciables. Des enregistrements extraits du véhicule de patrouille de Carrick, enregistrés automatiquement mais jamais vérifiés jusqu'à présent. Ils révélaient que Carrick menaçait Tyrrell lors de son arrestation 3 jours avant l'audience. « Tu crois qu'être le fils d'un juge te rend intouchable ?» La voix rauque de Carrick résonnait clairement sur l'enregistrement, résonnant haut et fort le 2e jour du procès. « Tu parles trop, mon garçon. La prochaine fois, tu te tairas, peut-être. » La salle d'audience retenait son souffle. Carrick était assis, immobile, mais les muscles de sa mâchoire se contractaient. Le 3e jour apporta bien plus que des enregistrements. L'accusation appela des témoins, des dizaines. Des hommes à l'air fatigués, hésitants, mais qui se présentèrent à la barre avec des récits étrangement similaires à celui de Tyrrell. Chacun avait été accusé de délits mineurs. Intrusion, trouble à l'ordre public, résistance à l'arrestation. Mais ce qui les reliait, ce n'était pas les accusations, mais l'agent Carrick. « Il achetait mon téléphone dans un égout pluvial », a déclaré un ancien élève du lycée de Westbrook, les mains croisées sur ses genoux. Il a dit que si je disais à qui que ce soit qu'il m'avait frappé, le rapport disparaîtrait. C'est ce qui s'est passé. Un autre homme, plus âgé, vêtu d'un uniforme vert délavé d'une équipe de nettoyage municipal, a témoigné que Carrick s'était cogné la tête contre une voiture de police à cause d'une vignette de stationnement expirée. « L'avez-vous signalé ?» a demandé le procureur. « J'ai essayé. Je n'ai jamais eu de réponse. » La défense s'est démenée. L'avocat de Carrick, un homme d'âge mûr aux cheveux clairsemés et qui s'appuyait trop sur le mot « procédure », a soutenu que son client avait respecté le protocole, que ses plaintes passées n'étaient pas prouvées et que la charge de la preuve devait incomber à l'État. Mais le tribunal en avait déjà trop vu. Le 4e jour, un témoin surprise a été appelé
Gerald Falk, un greffier à la retraite. Il marchait avec une canne et portait d'épaisses lunettes, mais son esprit était vif. Lorsqu'on lui demanda s'il avait déjà eu affaire à l'agent Carrick, Falk n'hésita pas. « Il y a 1 an, dit-il en ajustant ses lunettes, une plainte est arrivée sur mon bureau. Un jeune adolescent noir, même âge, même blessure, une marque de corde au cou, pas d'enregistrement, pas de rapport d'urgence. L'affaire a été scellée presque immédiatement. Pas classée, juste disparue. Cette affaire a disparu si vite que j'ai cru que je l'imaginais. » « Qu'est-il arrivé à l'adolescent » demanda le procureur. « Il a été transféré 2 semaines plus tard. Les dossiers indiquaient des raisons disciplinaires. Mais la plainte n'a jamais été portée devant le tribunal. Carrick a-t-il signé les documents » Falk hocha la tête. Signature principale. Un silence s'abattit sur la salle. Même le juge Vintner parut troublé. Le comportement de Carrick n'apparaissait pas seulement, il se dénouait, fil par fil. Pendant ce temps, Tyrell était assis au 2e rang tous les jours. Il ne parlait pas. Il levait peu la tête, mais sa présence devenait symbolique. Certains le voyaient comme la victime qui avait déclenché une prise de conscience. D'autres murmurèrent des questions sur le favoritisme lié à l'identité de son père. Tyrell les ignorait tous. Il retournait discrètement à l'école entre les audiences, entrant et sortant en douce, la voix rauque et les ecchymoses persistantes. Les élèves le fixaient du regard. Les professeurs lui parlaient avec plus de prudence. Même le proviseur proposa de le laisser suivre le reste du semestre à distance. Tyrell refusa. Il n'avait qu'un objectif, laver son nom. Non seulement de la fausse accusation, mais aussi du poids d'être le garçon qui a failli s'étouffer au tribunal. Ce titre le suivait désormais partout, aux informations, en ligne, dans les chuchotements des supermarchés. Il détestait ça. Mais il comprenait aussi quelque chose. Carrick n'était pas un simple agent de police malveillant. Il faisait partie d'un système qui l'avait permis, protégé. Et cela devait être révélé. Le procès entrait dans sa 2e semaine. L'expression de Carrick se durcit à mesure que les preuves s'accumulaient. Par moments, il avait l'air suffisant, comme quelqu'un attendant une faveur cachée. D'autres fois, il fixait Tyrell avec une fureur si vive qu'elle pouvait couper du verre. Il ne prononça rien pour sa défense. Puis vint le dernier jour. Tyrell monta à la barre. Il portait la même chemise à col que le jour de l'audience, repassée et impeccable, même si elle avait encore la déchirure au col. Un souvenir silencieux. La salle d'audience se tut. Les caméras tournaient. L'accès aux journalistes avait été limité pour des raisons d'intérêt public. Tyrell s'assit, le dos droit, calme. « Avez-vous quelque chose à dire avant que le jury ne délibère » lui demanda le juge. Tyrell hocha la tête. « Je ne veux pas de vengeance, » dit-il d'une voix posée, quoique douce. « Je veux une réforme. » Les mots résonnèrent comme un tonnerre dans la salle silencieuse. Il fouilla dans sa poche et déplia une feuille de papier lignée usée, froissée au coin. Il la tint un instant, les yeux baissés, puis lut à voix haute. « C'est de mon frère, » dit Tyrell. « Il a purgé une peine de 16 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. L'agent qui l'a arrêté a menti sur le rapport. Il n'y avait pas de vidéo, pas de juge pour le protéger. Il a écrit ça après sa sortie. » Tyrell s'éclaircit la gorge et poursuivit. On ne sait pas ce que signifie le silence jusqu'à ce qu'on nous l'impose, jusqu'à ce qu'on essaie de parler et que personne ne nous écoute, jusqu'à ce que notre vérité soit moins importante que l'autorité d'autrui. J'ai vécu dans ce silence, je ne veux pas que mon petit frère le soit. Tyrell plia le journal et le reposa sur ses genoux. « Si mon père n'était pas le juge Mason, dit-il doucement, je serais à l'hôpital, ou pire. Ça devrait effrayer tout le monde ici. » Personne ne bougea. Même le sténographe marqua une pause, clignant des yeux pour masquer quelque chose. Pas d'applaudissements théâtraux, pas de discours fracassants, que la vérité. Et c'était plus puissant que tout ce qui avait été dit dans cette salle d'audience. Le jury revint le lendemain matin, coupable de tous les chefs d'accusation, agression, abus de pouvoir, parjure. Carrick ne broncha pas à la lecture du verdict.
Il se tenait droit, la mâchoire serrée, mais ses yeux s'agitaient, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour le contester. Il n'y avait plus personne. Le juge Wintner le condamna l'après-midi même. 12 ans de détention d'État, dit-il. Pas de libération conditionnelle avant 6 ans. Carrick fut emmené hors de la salle d'audience en silence. Ses poignets étaient liés, sa tête baissée. Mais le dernier moment appartenait au juge Mason. Il se leva, marcha lentement vers l'avant et s'arrêta juste avant que Carrick ne soit escorté dehors. Leurs regards se croisèrent. Le ton de Mason était froid, ni furieux, ni triomphant. « Vous avez étranglé un garçon chez moi, » dit-il d'une voix basse mais sèche. « Vous n'avez pas seulement enfreint la loi, vous avez enfreint le lieu censé la protéger. » Un silence. « Et maintenant, la loi vous rend l'appareil. » 3 mois plus tard, les portes du palais de justice s'ouvrirent sur un silence d'un nouveau genre. Non pas le silence pesant d'antan, empreint de tension et de peur inexprimée, mais un silence plus net et plus précis, comme celui qui suit la réparation d'un objet brisé. La salle d'audience où l'attaque avait eu lieu avait été vidée et reconstruite. Un nouvel éclairage, des systèmes de sécurité modernisés et des règles renforcées n'étaient qu'un début. Il ne s'agissait pas seulement de peinture et de mobilier, il s'agissait de confiance. Et Brookmer, pour la première fois depuis des années, tentait enfin de la regagner. Ce matin-là, devant le palais de justice, les journalistes se rassemblèrent à nouveau, mais pas pour un scandale. Ils étaient là pour une annonce qui avait nécessité des semaines de réunions à huis clos et de tiraillements politiques. Le juge Malcolm R. Mason, généralement connu pour son attitude réservée et sa neutralité farouche, monta à la tribune. Il n'éleva pas la voix. Il ne lut pas de texte. Mais chacun dans cette foule savait que quelque chose d'important était en train de changer. « On m'a demandé, » dit Mason, scrutant l'auditoire avec une intensité calme, « de diriger le nouveau conseil indépendant de surveillance de la conduite des juges et des forces de l'ordre de Brookmer. J'ai accepté. » Les obturateurs des caméras claquèrent, les journalistes griffonnèrent. Mais Mason ne s'arrêta pas. « Il ne s'agit pas de contrôle, » ajouta-t-il. « Il s'agit de responsabilité et de redonner de la dignité au rôle même du droit. Car la dignité, une fois perdue, prend des années à reconstruire et seulement quelques secondes à détruire. » De loin, Tyrell observait silencieusement, les mains dans les poches, debout près des marches extérieures. Il ignorait que son père accepterait le poste. En vérité, Mason ne le lui avait pas dit. Mais en écoutant le discours, quelque chose en lui s'apaisa. Pas de soulagement. Quelque chose de plus profond. Une sorte de reconnaissance que l'homme qui était resté si immobile dans cette salle d'audience des mois auparavant n'avait jamais. À l'intérieur du commissariat de Brookmer, les murs ne portaient plus la même ombre. Une unité des affaires internes, venue de l'extérieur du comté, avait lancé une enquête approfondie suite à la condamnation de l'agent Carrick. Des dossiers avaient été retirés. Des plaintes, autrefois classées sans suite, avaient été rouvertes. 2 autres agents avaient été discrètement démis de leurs fonctions pour usage de la force. Un autre avait pris sa retraite avant même que des accusations ne soient portées. Aucune grande annonce n'avait été faite. On n'avait pas montré de menottes au public. Mais les changements étaient bien réels. Un à un, la vieille structure craquait sous le poids de l'exposition. Rien de tout cela ne serait arrivé, a déclaré l'agent Keene, l'un des rares vétérans encore en poste, si ce gamin n'avait pas appuyé sur ce bouton. Il le pensait comme une simple vérité, mais d'autres y ont vu plus clair, du respect peut-être, ou de la culpabilité. La vie de Tyrell a également changé, mais pas de la manière dont on s'y attendait. Après le procès, il est retourné à l'école comme n'importe quel autre élève. Son nom avait été officiellement blanchi. Le juge qui avait supervisé son dossier avait radié l'accusation de son casier judiciaire et ordonné des excuses publiques de la part de la police de Brookmer. Mais Tyrell ne voulait pas attirer l'attention. Il ne voulait même pas d'excuses. Ce qu'il voulait, c'était de l'espace
et un plan. Il garda donc la tête basse et se concentra sur la seule chose qui l'avait aidé à garder les pieds sur terre tout au long de cette épreuve, ses livres. Un après-midi, son conseiller d'orientation, M. Eldridge, le convoqua à l'improviste. « Je viens de recevoir une lettre, » dit le vieil homme en la lui tendant avec un sourire lent. « Elle vient de la Jefferson Initiative for Legal Promise. C'est le comité des bourses d'East Fairbanks. » Tyrrell cligna des yeux, perplexe. « Je n'ai pas postulé à celle-là. » M. Eldridge hocha la tête. « Tu n'en avais pas besoin. Ils ont entendu parler de ton cas et ont demandé à voir ton relevé de notes. Tes professeurs ont dit beaucoup de bien de toi. » Tyrrell déplia la lettre. La première ligne lui suffisait. « Vous avez bénéficié d'une prise en charge complète des frais de scolarité pour un diplôme de 4 ans en droit pénal. » Son souffle s'arrêta. Il leva les yeux. « Droit pénal ? » « Ils sont impressionnés, » dit Eldridge. « Mais ils ont clairement indiqué que ce n'était pas une récompense pour ce qui s'est passé. C'est pour vos notes, votre persévérance et votre objectif. » Tyrrell déglutit difficilement, les yeux toujours rivés sur la lettre. « Alors j'accepte. Je veux être avocat commis d'office. » Eldridge haussa un sourcil. « C'est un chemin difficile. » Tyrrell sourit faiblement. Aucun enfant n'est donc obligé de comparaître devant un tribunal sans quelqu'un prêt à se battre. De l'autre côté de la ville, les portes du tribunal restaient fermées pour rénovation. Mais un changement particulier attirait l'attention de tous les passants. Près de l'entrée principale, fixée sur le mur fraîchement peint, sous l'ancien emblème du palais de justice, se trouvait une plaque de bronze. Elle n'était pas tape à l'œil. Elle ne portait ni nom ni date. Une seule inscription. La justice ne doit jamais dépendre de qui regarde, mais lorsqu'elle le fait, elle doit répondre promptement. La plupart de ceux qui l'ont vue sont passés à côté. Quelques-uns se sont arrêtés, essayant de comprendre. Mais ceux qui étaient là ce jour-là, ceux qui avaient vu les images du couloir, entendu le témoignage de Tyrrell, vu la corde tomber, ont compris. C'était un mémorial silencieux, un signe que Brookmer avait été obligé de se remettre en question et que quelque chose de meilleur pourrait enfin naître des décombres. Au loin, derrière les grilles et les barbelés, l'agent Carrick était assis seul dans une cellule de haute sécurité. La lumière au-dessus de lui grésillait faiblement. Ses repas arrivaient par une trappe. Il avait droit à la cour 2 fois par jour, mais il en profitait rarement. Les gardiens ne lui adressèrent la parole que sur demande. Les détenus ne le questionnèrent pas. Ils le regardaient simplement comme s'il sortait d'un journal, reconnaissable mais distant. Il n'avait pas de visiteurs, pas de rendez-vous avec un avocat, plus de recours, juste le silence. Il passa la plupart de ses heures à fixer le mur, relisant le rapport qui marquait sa dernière garde, les mots « agression » et « parjure » entouré à l'encre rouge par l'agent d'accueil de la prison. Le nom du garçon n'était pas mentionné, aucun détail sur la salle d'audience, juste des étiquettes froides. Carrick marmonnait parfois. D'autres fois, il écoutait simplement le bruit des clés qui passaient. Il ne tenait pas de calendrier, il ne marquait pas les jours. Parce qu'au fond, il savait que le nombre importait peu. 12 ans, ce n'était pas seulement du temps.